quelques petites règles du jeu pour ce soir. D'abord, la séance va être enregistrée et afin de pouvoir dès demain la mettre online sur le site de l'Aéroclub de Suisse pour tous ceux qui n'ont pas la disponibilité pour venir ce soir. Comme ça, pourront voir la même chose que ce que vous aurez ce soir. Donc, la vidéo sera prise et le son, évidemment. Et donc, tout ça pourra être utilisé par la suite par l'Aéroclub de Suisse. Pour les questions, s'il y a des questions que vous pensez qui sont vraiment liées aux slides que je présente, vous pouvez m'interrompre à tout moment. Et autrement, attendez peut-être la fin de la présentation pour poser vos questions. Si jamais vous ne voyez pas la présentation maintenant, essayez de quitter l'application Teams. On a eu les années passées des problèmes avec l'application et revenez par la page web, la page Internet Teams pour revenir sur notre présentation. Probablement, ça marchera mieux. Alors, je vais vous parler ce soir du redesign de Zurich. Comme vous le savez tous, il y a eu un gros bloc il y a 2 ans en arrière. Et on avait toujours discuté avec SkyGuide de possibilités d'adaptation si jamais c'était nécessaire. Et puis, il y a eu quelques adaptations donc, qui ont été faites pendant cet hiver et qui seront mises en vigueur, comme toutes les adaptations de cette année, au 19 mars, donc tout soudain dans 3 jours. Ensuite, le redesign de Berne. Là, c'est le gros morceau de la soirée avec l'approche RNP sur la piste 32. Il y a eu quelques adaptations de la CTR de Sion, mais ce n'est pas grand-chose, ça sera vite fait. Et ensuite, on a ces approches Point in Space de Lémont qui entrent en conflit avec les SLR pour planeurs en dehors de la TMA, donc les deux LSR 29 et 33. On viendra sur ce sujet aussi. Ensuite, quelques prévisions pour le sommet du G7 à Évian en juin 2026, donc cette année. C'est bien sûr toutes des informations préliminaires, provisoires. C'est l'état des informations qu'on a actuellement. D'ici là, il pourrait y avoir bien quelques changements, évidemment. Ensuite, parler de l'abaissement de la TMA 5 de Genève, qui est prévu pour l'année prochaine. Les modifications de l'espace aérien pour le futur, donc après 2027 et les années suivantes. On va parler du redesign de Genève très brièvement, les CTR des éplatures, TMA de Bâle, CTR de Grange, redesign de Sion. Chaque fois qu'on discute de ce redesign de Sion, il y a une année de plus qui s'additionne. Au début, on parlait de 2028. Maintenant, on est gentiment à 2031, mais on va perdre quelques mots là-dessus. Si ça veut bien continuer. Non, ça ne veut pas. Alors, plus de TMA en classe Echo. Ça, c'est un vœu de SkyGuide, qu'on n'aille plus de TMA en classe Echo. Donc, toutes les TMA devraient être remises en classe Delta. Et puis, on va parler de la nouvelle carte vol à voile. Personnellement, je ne l'ai pas encore reçue, mais peut-être qu'il y en a une partie d'entre vous qui l'a déjà reçue. On a eu quelques problèmes, on va juste causer de ça brièvement. Donc, pour commencer, la refonte de Zurich, les modifications qui ont été faites pour 2026. Comme il y a une partie de la présentation qui revient ensuite pour la partie de présentation de SkyGuide, je passerai assez rapidement sur ma présentation, puisque ensuite on aura la présentation de SkyGuide, qui malheureusement pour vous sera aussi faite par moi, vu que la personne chez SkyGuide qui s'occupe de ça ne parle pas suffisamment bien le français pour le faire, et il m'a demandé de le faire à sa place. Donc, pour la refonte de Zurich, qu'est-ce qu'on a eu comme modification principale? Le secteur d'approche pour la piste 34 a été adapté et la grosse modification où l'aviation générale a été bénéficiaire, c'est l'espace aérien au-dessus de Spectre qui est dorénavant beaucoup plus facile à utiliser. Ici, on voit donc ces deux spirales rouges, là, ces deux ovales rouges, où on voit donc la zone de Spectre qui a été agrandie, qui maintenant vient avec ce trait violet au-dessus de la piste de Spectre. Donc, on peut venir dorénavant bien plus haut, à 5500 pieds, jusqu'à Spectre. Et la partie au sud, donc cette deuxième ellipse rouge que vous voyez au sud de Zurich pour l'approche 34, qui a été passablement modifiée. Je passe rapidement dessus, comme j'ai déjà dit, on y reviendra sur la présentation de SkyGuide. Une partie, le gros morceau de la soirée, c'est l'approche pour Berne.
Pourquoi est-ce qu'une approche IFR sur la piste 32 était nécessaire? Berne est dans une vallée et aussi petite ou peu profonde qu'elle soit, elle est quand même gérée par les règles, on va dire, standards du vent de vallée et du vent de montagne. Et ce qui fait qu'en fait, le vent, pendant une grande partie du temps, environ 75%, le vent est pour la piste 32. Et actuellement, on n'a qu'une approche IFR sur la piste 14 et ça posait un problème. Et un deuxième argument pour qu'on mette une approche sur la piste 32, c'est que la piste utilisable physiquement sur la piste 32 est environ 150 mètres plus longue que la piste 14. Il y a une zone qui n'est pas utilisable pour le décollage, mais qui serait utilisable pour le freinage à la fin de la piste, qui fait que pour la piste 14, ça ne compte pas, mais pour la piste 32, ça compte. Donc, on a effectivement 150 mètres de plus en longueur de piste utilisable, et que ça soit pour l'atterrissage et surtout aussi pour les décollages, pour par exemple des vols transatlantiques où les avions partent lourds, ces 150 mètres de plus jouent un grand rôle, évidemment. Et le circling qui existe actuellement sur la piste 32 par mauvais temps, et c'est vraiment très demandant, il faut vraiment du pilotage hyper concentré. Et si par exemple on a de nouveau un vol de retour qui revient de l'Atlantique Nord avec des pilotes qui ont déjà 6, 7, 8 heures de vol dans les gencives, c'est une approche qui est difficile et demandante. Voilà donc cette refonte de Berne. Comme vous pouvez voir, la zone bleu clair est la nouvelle CTR. Donc, on voit bien euh, que cette zone a été vraiment bien retravaillée. Elle est bien découpée, on va dire. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi découpée que ça? Ça vient en fait de la demande que l'aviation générale a faite à l'EFAC, respectivement à Skyguide, vu qu'il y a une règle des priorités qui est établie dans la loi sur l'aviation, que la première priorité, c'est par exemple les feux bleus, la deuxième, etc. Et le vol commercial vient en priorité numéro 3. Et dans ces priorités, l'aviation générale vient en position 7 ou 8. Donc, on n'est vraiment pas prioritaire et nous devons donner aux priorités supérieures, nous devons donner l'espace aérien qu'ils demandent. Mais pour ça, il faut qu'ils le justifient, c'est clair. Et donc là, on a vraiment repris le design de toutes les approches et des départs qui arrivent sur Berne et on a regardé ce qui était vraiment nécessaire pour pouvoir réaliser ces départs et ces approches. Et ensuite, on n'a pas fait des traits tout droits pour arrondir les angles comme ça se faisait par le passé. Par le passé, tout le monde volait avec des cartes en papier et il valait mieux faire des designs assez simples avec des points marquants, des gros villages avec des églises marquantes, etc. Au jour d'aujourd'hui, où la grande majeure partie des gens volent avec des moving maps où vous pouvez zoomer et voir exactement le parcours d'une bordure de CTR ou de TMA, on a décidé de plus faire des traits tout droits faciles à voir sur une carte, mais d'utiliser cette possibilité qui nous est donnée par les cartes numériques où on peut bien zoomer dessus et voir exactement où on est. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé au niveau de l'aviation générale de ne plus donner ce qui était vraiment nécessaire et demandé par les procédures. D'où cette forme un peu bizarre de la CTR. Ensuite, si on regarde la frontière sud de cette frontière en direction de Thun, là, c'est le seul endroit où on n'a pas vraiment respecté cette règle parce qu'on s'est aperçu qu'en déplaçant vers le sud la frontière de la CTR de quelques centaines de mètres, il s'agissait de 300-400 mètres, on pouvait faire le secteur d'après 500 pieds plus haut. Et on a pensé que là, le bénéfice de ces 500 pieds plus haut sur la zone suivante était suffisant pour justifier de donner un tout petit peu plus que ce qui était nécessaire. Pour cette approche, je vous demanderai juste de ne pas regarder forcément les numéros qui sont sur cette carte. Les numéros sur la carte définitive sont un tout petit peu différents. La zone qui est présentée comme la zone 2 sur les cartes que vous aurez en papier sera désignée comme la zone 3. Et la zone 5 sur cette carte sera la zone 2 dorénavant. Donc, regardez pas la numérotation, mais sur le principe, cette carte, elle est bien lisible. C'est pour ça que j'ai désiré la conserver. Et puis, comme ça, on voit bien ce qui se passe. Donc, voilà, on avait une demande pour faire une approche RNP par
donc le sud, sur la piste 32. Et Skyguide désirait avoir une approche est possible, donc via le secteur 6 que vous voyez ici, et une approche ouest possible, donc via le secteur 4. Ici, on voit l'utilisation prévue standard, donc par l'approche est. La partie 4 de la TMA est désactivée. Donc, on voit ici que sur toute la partie est de la CTR, l'aviation générale est largement gagnante, car même sur la partie en dessus de cette zone 4, la TMA commence à 1700 mètres ou 5500 pieds, et donc dessous, on peut passer sans contrôle, sans appeler la tour de Berne. Et donc, avant tout ça, c'était dans la CTR, ou actuellement, encore aujourd'hui, c'est dans la CTR. Et là, maintenant, on pourra passer librement jusqu'à 5500 pieds ou 1700 mètres. Donc là, on voit l'approche via l'est, qui sera, comme déjà dit, l'approche standard. Ensuite, on aura une approche alternative par l'ouest, qui sera donc pas activée en même temps. L'idée, c'est vraiment l'approche est comme standard. Et si, pour des raisons, par exemple, météorologiques, on a un gros orage dans la région de cette approche, Skyguide Bern pourrait switcher sur la partie ouest. Ou admettons une compétition, par exemple, de parapente à Falkenflug, qui est pile dans cette région maintenant dessinée en blanc, où la Fédération de vol libre pourrait demander à ce qu'on libère cette zone. Et donc, l'approche ouest pourrait être mise alors en vigueur. Skyguide Bern s'est engagé à respecter les demandes qui seraient faites à ce niveau-là. Donc, s'il y a des besoins une fois désactiver l'approche est et d'activer l'approche ouest, ça sera possible. Ici, on voit que la partie 6 de la TMA, la partie blanche, là, est désactivée. Voilà déjà pour Berne. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Levez la main si vous avez des questions. Donc, avec levez la main sur l'écran en haut. Olaf Mayer, vas-y, je t'écoute. Bonjour, comment est-ce qu'on sait quelle partie est activée? Alors, ça sera par une bande? par une bande, oui. Et là, on Merci. saura quelle partie est active. Et il y aura donc dans des moments où on passera de l'approche est, par exemple, à l'approche ouest, il pourra y avoir des phases de 15-20 minutes où les deux approches seront activées en parallèle. Mais sinon, l'idée de base, c'est vraiment une des deux approches en service est activée par la bande. D'autres questions? Si ce n'est pas le cas, on passe à la modification de la CTR de Sion. Alors là, c'est assez simple. Je ne suis même pas sûr que vous allez vous apercevoir sur la carte que la CTR a changé. Voilà, on voit sur ce slide, au nord, où c'est écrit Comté, on voit que le trait bleu clair continu est un tout petit peu à l'intérieur de l'ancienne CTR, qui est en trait bleu très tillé. Au sud, la même chose. Pourquoi ces changements? C'est que dans ces deux zones qu'on a juste sorties de la CTR, il y a des zones d'atterrissage des parapentes. Et l'accord bilatéral qui avait été fait entre les clubs de parapente valaisans et l'aéroport de Sion n'ont plus été acceptés tels quels par l'Office fédéral de l'aviation civile. Et donc la seule solution qu'on a trouvée, ou une solution très pratique, était de sortir ces zones d'atterrissage de la CTR. C'est pour ça qu'elle a un tout petit peu maigri, puis qu'elle a une taille un peu plus fine maintenant, au nord comme au sud. On a gagné un tout petit peu de place pour les zones d'atterrissage des parapentes. Le gros du changement, comme je vous l'ai déjà indiqué au début dans le programme, se fera pour 2030, 2031, peut-être même plus tard. Le problème, on avait commencé à faire le redesign de Sion, on avait commencé à définir les espaces aériens, et puis ensuite de ça, le FAC s'est rendu compte qu'en fait, il fallait d'abord définir les procédures IFR, les dessiner, les créer, et ensuite on définirait l'espace aérien qui correspond à ces procédures IFR. Et pour différentes raisons, ces procédures IFR ont pris pas mal de retard. Et comme déjà dit, actuellement, la grande partie du redesign de Sion sera faite probablement en 2031.
Comme je vous ai marqué, TMA civil ouest-est, pour le moment, tout est calme. Les dernières informations indiquent que les changements ne seront pas prévus avant 2031. Et il y a une petite parenthèse. Actuellement, vous savez tous qu'il y a 3 TMA à l'est de Sion qui sont des TMA militaires pour le moment. Et on est en train d'évaluer si on ne pourrait pas déjà activer ces TMA aussi pour le civil. Donc, il y a une étude qui est actuellement en cours, mais on n'a encore pas du tout de résultats de cette étude. Donc, pas actif pour le moment, mais on y pense. Voilà pour Sion. Ensuite, on passe aux pins, donc Point in Space de Lémont avec les fameux LSR 29 et 33. Comme vous le savez tous, dans une LSR pour planeur, on a des distances aux nuages qui sont réduites. Et la raison pour laquelle on peut réduire ces nuages, c'est qu'il n'y a pas d'IFR dans ces LSR. Et là, justement, avec ces approches point in space, ben, on aurait de l'IFR dans ces LSR. Et donc, ce n'est pas compatible. Et on a longuement cherché une solution pour ne pas devoir carrément lever ces deux LSR pour planeur. Et dans les discussions qu'on a menées entre la Fédération de vol à voile, l'Aéroclub de Suisse, le FAC bien sûr, et la Rega principalement, on s'est aperçu qu'en fait, quand la Rega a besoin de voler dans ce low flight network, c'est qu'il fait un temps de cochon. Et s'il y a un temps de cochon, les parapentes et les planeurs ne volent pas. Mais voilà, une séparation météorologique n'est pas reconnue comme telle ni par le FAC ni par l'ICAO. Et donc, ce n'était pas une séparation que le FAC pouvait accepter. Séparation météorologique n'est pas une séparation officielle selon les normes. Et donc, on est arrivé à une autre conclusion, c'est que vu que quand il y a des météos où la Rega a besoin de ça, nous, on ne vole pas, ben, il suffit de regarder la météo. Et c'est ce qu'on va faire. Vous voyez sur la partie du texte marquée en jaune, quand le 1er mars et le 31 octobre, donc là où les LSR sont actives normalement pour les planeurs, respectivement pour les parapentes, et ben, si on voit que le lendemain, les prévisions météorologiques ne permettent pas une opération VFR bien maîtrisée pour le lendemain en étant sûr qu'on puisse la faire, eh ben, l'opérateur, que ce soit la Rega ou l'armée, s'ils ont des vols de secours prévus pour le lendemain, ou de recherche, ou d'autres choses, eh bien, ces LSR 29 et 33 peuvent être désactivés. Donc, la demande doit être faite au plus tard à 15 heures la veille. Et cette désactivation, elle se fera par NOTAM, elle sera publiée par NOTAM. Donc avec ça, on a réussi à faire finalement cette séparation météorologique, mais d'une manière légale. La responsabilité est donc dans les mains de la Rega, respectivement d'un autre opérateur, de faire jusqu'à 15 heures la journée d'avant la demande de désactiver ces deux LSR. Et je pense que là, il n'y a pas grand monde qui sera puni par cette désactivation. Si la Rega demande, c'est qu'il y a vraiment un mauvais temps le lendemain de prévu et donc personne ne sera trop prétérité. Voilà pour CLSR. Est-ce qu'il y a des questions? Olaf, vas-y. Est-ce qu'on verra cette indication sur le DAPS? Sur le NOTAM, ça sera publié par Ouais, NOTAM. c'est seulement Ouais. par NOTAM. Seulement par NOTAM, ouais. Alors, je ne sais pas, pour être franc, je ne sais pas s'il y aura une remarque sur le DAPS aussi, mais en principe, c'est publié par NOTAM. On va passer au sommet du G7. Ce que je vous montre, c'est un peu sensible dans le sens où on s'est fait un petit peu remonter les bretelles à l'Aéroclub de Suisse de publier ça, mais dans un autre sens, ça a été publié sur déjà tellement de sites qu'on ne voit pas vraiment l'Aéroclub. Pourquoi est-ce qu'on ne vous en parlerait pas déjà ce soir? Et comme ça, peut-être qu'on peut éviter quelques problèmes l'été prochain. Donc, ce sommet du G7 aura lieu du 10 au 17 juin cet été. Et voilà environ la zone qui est prévue d'être stoppé de vol, donc les activités de vol devraient être stoppées. Donc on voit comme d'habitude un rayon de 25 nautiques autour des centres. Donc on voit qu'il y a un centre à Lausanne et un centre à Évian, plus les approches sur Genève. Donc dans ces deux zones vertes et rouges, il ne devrait pas y avoir de trafic de vol pendant qu'elles sont activées.
Maintenant, quand est-ce qu'elles vont être activées? Ça ne sera pas en continu, hein. Donc, les jours de la semaine d'avant du sommet du G7, donc du 10 au 12 juin, la zone restreinte devrait être activée environ 3 heures par jour, probablement l'après-midi. Et si tout se passe bien les 2 premiers jours, donc le 10 et le 11 juin, il est fort probable que le 12 juin, elle ne sera pas activée. C'est des heures d'entraînement pour les troupes d'aviation suisses et françaises pour gérer toutes ces zones pendant le sommet. Ensuite, pendant le week-end, pas d'activation prévue, donc tout le monde pourra voler tout à fait normalement. Et ensuite, on arrive vraiment aux 3 jours du sommet du G7, donc du lundi 15 au matin, au mercredi 17 en soirée. Alors pour le moment, on est beaucoup trop tôt, on n'a pas encore les heures d'activation, mais là, donc, ces zones seront vraiment fermées. Maintenant, l'armée, dans sa, comment dire ça, l'armée est toujours prête à aider quand c'est possible, quand c'est raisonnable. Le terme de raisonnable est quelque chose qui vient très, très souvent, que ce soit avec l'armée ou avec les EASA. Et là, l'armée est vraiment sympa. Ils essayent de donner tout ce qui est raisonnable. Et donc, on est déjà en pleine discussion avec un peu tous les aérodromes qui sont dans ces zones. Il est clair que, par exemple, Lausanne ou B, qui sont vraiment trop proches du centre, là, il n'y aura pas de discussion. Ça sera réellement fermé selon les horaires qui seront publiés. Par contre, pour d'autres aérodromes, comme par exemple l'Écuvillance qui est en bordure de la zone, Yverdon, Gruyère et aussi Montrichet, mais Montrichet préfère ne pas prendre le risque et probablement Montrichet ne va pas rentrer en discussion pour obtenir des exceptions. Comme c'est du lundi au mercredi, il n'y a pas de camp prévu pendant ces 3 jours. Le chef de place de Montrichet estime, à mon avis, à juste titre, que ça ne vaut pas la peine de prendre un risque. Mais pour tous les autres aérodromes que j'ai cités, des accords bilatéraux seront trouvés entre l'armée et les aérodromes et les directions d'aérodromes, les chefs de place, afin de pouvoir trouver des solutions pour pouvoir quand même voler. Par exemple, pour Gruyère, on peut s'imaginer qu'il y aurait une sortie possible en direction du lac de la Gruyère pour partir vers l'est et sortir de la zone. Voilà, ça c'est le niveau des informations que j'ai. Donc prenez-les vraiment pour le moment encore comme préliminaires et provisoires. Les choses plus concrètes seront publiées quelques semaines et mois avant. Et il y aura une réunion, je n'ai pas encore la date définitive, mais il se pourrait que ce soit le 6 avril, où on aura une réunion probablement à Payerne pour vraiment recevoir les informations un peu plus définitives. Donc après le 6 avril, on reviendra vers vous avec plus d'informations plus détaillées. Mais comme vous le voyez, ça paraît assez raisonnable. En fait, on aura 2 jours avec très peu de restrictions, le 10 et le 11, le 12 probablement, ça sera libéré. Et puis ensuite, du 15 au 17, où là, ça sera quand même bien limité. Mais de nouveau, je remercie l'armée qui essaye de faire tout ce qu'elle peut de manière raisonnable pour libérer les activités sur les aérodromes. Alors que si on regarde quand ce genre d'exercice se passe dans les pays voisins, il y a rapidement aucune exception qui sont données. Et il y a bien des pays où le diamètre des cercles que je vous ai montré d'environ 25 nautiques passe à 50 nautiques. Alors imaginez-vous en Suisse, si on a des rayons de 50 nautiques, il n'y a pratiquement que l'autre bout du pays qui pourrait encore un peu voler. Donc merci infiniment à l'armée de faire l'effort de faire tout ce qui est possible pour qu'on puisse continuer nos opérations normalement, ou presque. Des questions sur le G7? Ça ne semble pas être le cas. Sujet suivant, l'abaissement de la TMA 5 de Genève. Ça, c'est un sujet assez sensible. On est en pleine discussion. Donc, c'est vraiment, comme je l'écris là, une information préliminaire. SkyGuide nous a demandé d'abaisser la TMA 5, donc celle qui est le plus à l'est, pratiquement au-dessus de Lausanne, entre Montrichet et Lausanne, d'abaisser le niveau de la zone du niveau 75 au niveau 65, avec activation dans une année exactement, donc quand les nouvelles cartes 2027 seront publiées. On est au début des négociations. J'ai tout de suite, dès que j'ai été informé de ces négociations, j'ai tout de suite bien entendu contacter les chefs de place de Lausanne et de Montrichet qui sont directement les plus touchés par
cet abaissement et ils ont été intégrés dans toutes les discussions avec Skyguide dès le départ. Donc on voit maintenant cette zone de la TMA 5 ici, comme déjà dit, qui serait abaissée du niveau 75 au niveau 65. Pour Lausanne, il semble que ça ne pose pas un énorme problème, éventuellement un tout petit peu pour la voltige. Là, il faudra qu'on trouve une solution, comment on peut faire, mais il semble que ça ne soit pas vraiment très limitatif. Où c'est plus limitatif, c'est pour Montrichet, par exemple pour des vols de voltige ou des vols de vrille pendant la formation des élèves pilotes. Pour pouvoir faire ces vols au-dessus de Montrichet, ça va devenir délicat puisque si on peut monter que au niveau 65, ça ne donne pas vraiment l'altitude nécessaire pour pouvoir faire des exercices de vrille en toute sécurité puis avoir assez de réserve si jamais ça ne se passe pas très bien dessous. Donc là, on est en discussion pour créer une zone un petit peu analogue au LSR qu'il y a sur le Jura, qu'on pourrait activer au-dessus de Montrichet afin de réaugmenter l'altitude max au-dessus de Montrichet au niveau 75. Skyguide, pour être franc, n'est pas super collaboratif pour le moment. On essaye de trouver des solutions. On estime que si on a besoin du 1% du temps de pouvoir augmenter ce niveau au niveau 75, ça devrait être organisable. Il semble que ça pose pas mal de problèmes pour Skyguide, que si je fais une image un petit peu caricaturisée, tout d'un coup, on remette un mur entre le niveau 65 et le niveau 75 devant les avions de ligne, que ça pourrait poser des problèmes pour le contrôle aérien, pour Skyguide. Donc là, on est encore, comme j'ai déjà dit, au début des négociations. J'ose espérer qu'on trouvera une solution acceptable pour tout le monde et surtout pour Montrichet et Lausanne. Pourquoi est-ce que cette demande est venue? C'est pour différentes raisons. La première raison, pardon, j'ai switché un peu trop tôt. La première raison, c'est qu'on aura des éoliennes qui vont être construites sur le nord de Lausanne, dans les forêts du nord de Lausanne. Et ces éoliennes, avec leurs pales qui tournent, créent des faux échos si Skyguide utilise le radar primaire. Donc, dès qu'on veut voir une image non travaillée, avec ces éoliennes, on a des faux échos et donc ça devient extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de voir les vrais échos qu'on aurait envie de voir. Et pour que l'image radar puisse quand même être utilisée, l'opérateur Skyguide doit mettre une forme de cache électronique pour cacher la région d'où viennent ces faux échos. Et ce qui voudrait dire que Skyguide serait embêté pour aller vérifier s'il n'y a pas des planeurs non équipés de transpondeurs dans la région ou des parapentes, par exemple, qui, eux, peuvent pas être équipés de transpondeurs. Et avec ces échos primaires, pouvoir savoir s'ils peuvent guider un avion de ligne qui viendrait, par exemple, direct depuis Zurich, directement sur l'approche via Aix-Saint-Pré sur la piste à Genève. Et le fait de ne pas pouvoir utiliser correctement le radar primaire pose un problème à Skyguide. L'autre problématique que Skyguide a, c'est qu'on est de nouveau à des trafics aussi denses qu'avant la période du Covid, donc avant 2019. Et actuellement, l'augmentation du trafic est telle que Skyguide a besoin de gagner ses 1000 pieds au niveau 65 pour pouvoir mieux gérer les approches et augmenter un tout petit peu la capacité de Genève en prenant moins de réserve, entre guillemets, entre les avions. J'ai un tout petit peu de peine à comprendre cette explication parce que quand on a un avion tous les 5 ou tous les 3 nautiques en finale, je ne vois pas très bien ce que les 1000 pieds au-dessus de Lausanne pourraient faire gagner, mais comme je ne suis pas professionnel du contrôle aérien, je pense que je n'ai pas tout à fait compris où se situe le gain possible. Mais enfin, cette demande de Skyguide, elle est là. Pour le moment, le FAC a un tout petit peu botté en touche dans le sens qu'ils décrivent cette procédure comme une procédure transitoire en attendant le redesign complet de Genève prévu pour 2030 et que donc on n'a pas besoin de faire tous les pas habituels pour le changement de l'espace aérien vu qu'il s'agit d'une procédure dite temporaire.
J'ai un tout petit peu peur qu'en 2030, quand le redesign de Genève sera fait, qu'on va prendre ça comme étant acquis, cet abaissement du niveau 75 au niveau 65, et qu'en fait, il n'y a même plus de discussion là-dessus. Et comme, vu mon âge, je ne serai plus probablement dans les discussions, je ne suis pas sûr et certain qu'il faut que les personnes concernées vont s'en rappeler et qu'il faudra vraiment tenir compte que c'était effectivement une mesure temporaire prise pour ces 3 années. Donc voilà, on est au début des négociations. La mise en vigueur serait prévue pour dans une année, donc exactement mars 2027, et on vous tiendra au courant du développement de cet abaissement de la TMA 5. Des questions sur cet abaissement ou des remarques, hein, si vous avez. Peut-être qu'il y a des personnes qui en savent plus que moi. Ça ne semble pas être le cas. Donc, pour les années qui suivent, qu'est-ce qu'on a? Gaël, ouais, vas-y. À ton micro déclenché. Oui, pardon, voilà, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, là on t'entend, c'est tout bon. Oui, parfait, merci. Bonsoir à tout le monde. Ma question était de savoir, vous parliez d'éventuellement d'heures d'activation pour cette TMA5 passer de 6500 pieds au niveau 75. Est-ce que ça, c'est à l'ordre du jour? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut éventuellement un petit peu travailler? Et est-ce qu'éventuellement, il pourrait y avoir des groupes de travail en fonction des différents types d'opérateurs qui volent sur la région? Alors, il est prévu d'avoir encore des ateliers, des workshops hein, sur ce sujet. Principalement, on va dire les horaires, l'activation pourrait ne pas avoir lieu dès qu'on a la piste 04 en service. Ça serait une possibilité de dire, dès qu'il y a une situation de bise, alors à ce moment-là, on laisse l'espace aérien au niveau 75 et puis Montricher, respectivement Lausanne, peut revivre comme actuellement et ça poserait aucun problème pour Genève. C'est vraiment quand c'est la piste 22 en service où là, ça semble peu flexible, entre guillemets, où l'activation jusqu'au niveau 65 sera probablement continue. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, je vous remercie. Et on peut tous se tutoyer. Hein. Je n'avais pas dit au début, mais je pense que dans le monde de l'aviation, on a l'habitude de se tutoyer. Je te remercie. OK. Voilà. Modification pour l'espace aérien pour la suite. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, on aura un redesign complet de Genève de manière très similaire au travail qui a été fait pour Zurich. J'espère que ça ira un peu plus vite que pour Zurich, vu que maintenant on a quand même cette expérience-là. Juste pour un petit rappel, hein, le redesign de Zurich avait commencé en 2014 et on est arrivé à la fin il y a 2 ans en arrière. Pour la fin provisoire, vu que vous avez déjà vu qu'on a quelques modifications cette année, sur lesquelles je vais revenir après. Donc, redesign de Genève, 2030, fin du redesign, on espère mise en service pour 2032 ou 2033. Exactement ce qu'on veut atteindre avec ce redesign, c'est analogue que ce qu'on avait espéré pour Zurich. Donc, je vous rappelle que pour Zurich, un des buts, c'était la simplification de l'espace aérien. Là, je ne suis pas sûr que le but soit réellement atteint, mais on a quand même gagné, je crois, 4 zones d'espace aérien en moins. Il y en avait 24 ou 23, puis il y en a plus que 19. Donc, une légère simplification il y a à Zurich. Mais le but, c'était aussi surtout de pouvoir modifier l'espace aérien pour un petit peu rendre les choses plus faciles ou plus confortables pour les contrôleurs aériens et aussi pour essayer de diminuer les situations de conflit, de violation, etc. Donc, pour le redesign de Genève, quelque chose de tout à fait probablement similaire. Ensuite, on aura probablement des changements sur les éplatures, la CTR. Je ne sais pas si vous avez regardé ces derniers temps, ces derniers jours, les notames qui concernent les éplatures, mais il y a de plus en plus de périodes où les éplatures sont fermées parce qu'il n'y a tout simplement plus assez de contrôleurs aériens pour les éplatures. D'après les informations que j'ai, aussi un problème financier. On n'arrive pas plus à financer le contrôle aérien en continu sur la CTR. Et donc, entre ce problème-là et les problèmes de presque collision qu'il y a eu pour les approches IFR, il y aura un besoin de faire un redesign des éplatures et la CTR sera réadaptée.
Les TMA de Bâle sont encore en partie actuellement en espace aérien ECHO et on devrait les adapter peut-être aussi dans la forme pour tout passer en espace aérien Delta. La CTR de Grange va être aussi légèrement adaptée, probablement quelque chose d'un peu analogue à ce qui s'est passé à Sion cette année. Pour un peu les mêmes raisons, on va devoir un tout petit peu adapter la CTR de Grange. Je n'ai pas encore beaucoup d'informations de détails là-dessus. Le design de Sion, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, probablement pas avant 2031. Et d'ici là, allez savoir, ça sera peut-être de 2032, 2033 ou plus tard. Mais c'est clair que Sion, l'aérodrome aimerait relativement rapidement faire ce redesign dans le sens où il y a pas mal de compagnies aériennes qui ne veulent pas amener les skieurs pendant l'hiver si l'approche et le départ, respectivement la remise de gaz, ne sont pas dans un espace aérien contrôlé et protégé. Donc ça, c'est un des gros problèmes que Sion a, c'est les compagnies aériennes qui refusent de venir avec la structure de l'espace aérien actuel. C'est un petit peu dommage, on avait pas mal commencé le travail, on avait réussi à faire 5 TMA à l'est et 3 à l'ouest, donc entre Sion et Martigny. On avait fait 3 zones aussi. Et puis en échange de ces espaces aériens, entre guillemets, perdus pour l'aviation générale, la CTR de Sion aurait pu être un petit peu diminuée au nord et au sud, un petit peu plus que ce que je vous ai montré aujourd'hui, et aussi diminuer en altitude. On parlait d'abaisser le sommet de la CTR au niveau 85 ou 95 et donc de pouvoir ensuite, après, passer vertical en dessus de ce niveau-là, sans contact radio. On avait même proposé à Skyguide, qui l'avait accepté, de faire une route recommandée verticale de la piste pour passer du nord au sud, respectivement du sud au nord. Et là, on a mis un peu tout ça à la poubelle et on va tout recommencer une fois que les approches IFR auront été définies. Comme je vous l'ai déjà dit, donc pour toute la Suisse, Skyguide aimerait supprimer toutes les TMA en classe Echo pour toutes les passer en classe Delta. Pardon. Est-ce que vous avez des questions sur cet avenir? C'est toutes des informations préliminaires. Ça ne semble pas être le cas. Nouvelle carte vol à voile. Vous avez peut-être en partie déjà reçu la nouvelle carte. Personnellement, je ne l'ai pas encore vue, la carte définitive. J'ai vu des premiers jets qui avaient été faits par Suisse Topo, mais je n'ai pas encore vu la carte définitive. Pourquoi est-ce qu'on a une nouvelle carte vol à voile? L'imprimante de Suisse Topo qui permettait l'impression de la carte à l'échelle 300 000 a terminé sa vie, malheureusement. C'était une vieille imprimante et qui était très peu utilisée, vu que la carte vol à voile était la seule aussi grande que ça et qui nécessitait cette imprimante. Toutes les autres cartes, comme par exemple ICAO, qui est aux 500 000, étant plus petites, c'était d'autres imprimantes qui les faisaient. Très étonnamment, cette carte vol à voile n'était imprimée qu'à environ 7 à 800 cartes par année. Et donc, vous pouvez vous imaginer que l'impression de cartes aussi grande que ça nécessitait une imprimante professionnelle qui n'est pas donnée. On a parlé de plusieurs millions. Les chiffres qu'on m'a cités de vive voix, c'était entre 3 et 3 millions et demi. Et que donc, pour imprimer 7 à 800 cartes par année, c'était impossible de faire cet investissement. Donc, Suisse Topo nous a proposé de choisir des alternatives et nous ont fait une dizaine de propositions. Et avec David Lehmann de la Fédération suisse de vol à voile et la Fédération suisse de parapente, on a regardé ce qui paraissait raisonnable et on est arrivé à l'idée que si on prenait le même format de carte que la carte ICAO, mais dans le sens vertical, qu'on pouvait faire une partie ouest d'un côté et d'imprimer l'autre côté de la carte. Alors, ce n'est pas forcément très pratique dans un planeur ou un avion de tourner la carte, mais c'était le moyen aussi de garder les frais dans une limite acceptable. Donc, on aura la nouvelle carte avec la partie ouest d'un côté et la partie est de la Suisse de l'autre côté. Et on arrive à faire à peu près une zone de 40 km qui se retrouve des deux côtés en recouvrement. L'avantage d'avoir diminué un tout petit peu l'échelle, c'est qu'on pouvait mettre vraiment toute la zone de Genève et du Jura sur cette carte, comme la zone au nord de Zurich, qui jusqu'à présent nécessitait des cartes supplémentaires.
Donc, on a réussi avec Suisse Topo à dire, OK, on laisse tomber les cartes supplémentaires, on imprime la carte plus petite, mais des deux côtés, et on arrive à garder les coûts à un niveau équivalent, ce qui fait que ça a permis à Suisse Topo d'offrir la nouvelle carte vol à voile, malgré qu'elle est imprimée des deux côtés, au même prix que l'ancienne. Donc, voilà la situation actuelle. Suisse Topo, respectivement le FAC, aimerait à moyen terme supprimer les cartes papier. L'EASA ne nous demande plus d'avoir une carte papier dans l'avion ou dans le planeur. Il faut juste qu'on ait une possibilité de naviguer. Et si on vole avec une licence PPL, respectivement SPL pour le planeur, vu que ce n'est pas des vols commerciaux, on n'a même pas besoin d'avoir un backup. Donc, si vous avez, par exemple, un LX5000, un LX9000 dans votre planeur ou un Dynon dans votre avion ou d'autres choses, vous avez une carte qui s'affiche. C'est suffisant comme moyen. Il n'y a pas d'obligation d'avoir une carte papier. Donc voilà, on se retrouve avec des gens qui aiment quand même encore bien la carte papier. Quand j'ai posé la question dans 2-3 clubs, etc., pour voir un petit peu si la suppression de ces cartes papier allait poser un problème, je me suis quand même assez rapidement rendu compte qu'il y avait environ entre 30 et 40% des gens, des pilotes, qui tenaient à la carte papier. C'est pour ça que pour le moment, on ne parle plus de suppression de ces cartes, mais il faut s'attendre dans un délai de 2, 3, 4 ans à ce que Suisse Topo, respectivement le FAC, revienne à la charge avec cette volonté de supprimer la carte imprimée en papier. Donc pour le moment, pas de danger pour cette année. Elle est là, la nouvelle carte. Et pour l'année prochaine, à ce que je sache, il n'y a pas de remise en question non plus. Par contre, pour les années futures, après, il faudra voir. Ce n'est pas sûr et certain qu'on puisse garder la carte papier. Des questions à ce propos? Si ce n'est pas le cas, on va passer à la partie donnée par SkyGuide. Alors, pour être franc avec vous, je l'ai reçu hier matin. Donc, je n'ai pas eu le temps, vu que j'avais pas mal de réunions aujourd'hui, de regarder dans les détails. Mais on va faire ça un petit peu ensemble. Et je suis sûr qu'on va arriver à des bonnes conclusions. Donc, SkyGuide nous parle ici des modifications de l'espace aérien de cette année et des expériences qui ont été faites depuis la nouvelle structure de l'espace aérien en mars 2025. Oui, Gaël, vas-y. Pardon, non, je ne voulais pas intervenir. OK. Donc voilà, on va parler des de expériences et des modifications, pas de souci. Donc, expérience, on a eu une phase de transition qui était un peu conforme aux prévisions. Je dirais le plus gros de l'adaptation a dû être fait par le contrôle aérien. Donc, tous les contrôleurs ont reçu une formation sur la nouvelle structure de l'espace de Zurich et ont pu s'entraîner à ce changement. Il semble quand même qu'au début, ça a posé pas mal de problèmes et SkyGuide étant conscient de cette problématique, a diminué les capacités pendant les premières journées, premières semaines après la mise en vigueur de ce nouveau espace aérien. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'on a eu initialement un nombre d'infractions qui a augmenté, ce qui est assez logique. Hein. On a changé un peu les règles du jeu. Évidemment que les gens qui étaient habitués aux anciennes règles du jeu, certains se sont un petit peu ratés. Et puis, on a eu initialement une augmentation du nombre d'infractions. Pas dans la gravité était tout à fait semblable aux années précédentes, mais dans le nombre, il y a eu une augmentation initiale. Et on a eu des rapprochements dangereux IFR-VFR dans les espaces aériens de Charlie de Zurich qui ont diminué par contre. Donc ça, c'était la conclusion positive. Et le contrôle aérien trouve que la complexité est pratiquement inchangée. Comme je vous ai dit, on a gagné, je crois, 4 espaces aériens, mais ce n'est pas franchement notable. Si on prend l'ancienne carte et la nouvelle, c'est vrai qu'on n'a pas réellement l'impression d'une simplification de l'espace aérien. Nous avons convenu que l'espace aérien autour de Zurich doit être régulièrement revalidé et amélioré. On n'avait rien fait pendant plus de 15 ans et puis on s'aperçoit que de faire un redesign complet d'un coup, ça pose d'énormes problèmes. Ça pose des problèmes au contrôle aérien, ça pose des problèmes à tous les pilotes de l'aviation générale de la région.
Et donc, on essaye dorénavant, je ne veux pas dire de changer ou d'améliorer chaque année, mais peut-être tous les 2 ans, sur un rythme de tous les 2 ans, on va essayer de faire que les choses soient le plus adaptées possible. Et les objectifs des modifications qu'on a fait pour 2026 étaient d'améliorer la mise dans l'axe lors des approches sur la piste 28 et 34 de Zurich pour l'ATC. Un des buts de tout le changement était de pouvoir faciliter, respectivement permettre, quelles que soient les pistes en service, de pouvoir amener un avion sur la piste 34 pendant toute la journée. Ça, c'était une des conditions initiales vraiment importantes du redesign de Zurich, parce que la piste 34, quand on a de la bise, certains avions peuvent atterrir avec un vent max arrière de 10 nœuds, d'autres avions de 15 nœuds, mais on s'est aperçu qu'à Zurich, on avait quand même souvent des situations où tout d'un coup, on avait 10, 12, 13 nœuds de vent arrière pour la piste 14. Et donc, il fallait pouvoir, pendant la journée, permettre aux avions qui avaient des limitations plus basses de pouvoir faire une approche sur la piste 34. Et donc, ça, ce but-là a été atteint, mais on s'est aperçu que pour les contrôleurs aériens, ce n'était pas toujours facile de faire le guidage pour ces approches. Donc, on a voulu améliorer la mise dans l'axe possible pour ces approches-là. On a voulu améliorer la conscience situationnelle des contrôleurs aériens, hein, l'awareness, comme on dit en anglais dans le texte, avec aussi des problèmes d'encombrement de l'écran. On a voulu donner plus d'espace au trafic VFR au sud de Zurich. Vous allez voir qu'il y a quand même un assez gros gain à ce niveau-là. Et on a voulu améliorer l'accessibilité depuis, respectivement, vers Speckr, depuis le sud-est. Pour ceux qui se rappellent de la situation actuelle encore aujourd'hui à Speckr, c'est clair que les altitudes maximum sont basses. Hein. Suivant les conditions météo, ce n'est pas toujours facile de pouvoir atteindre Speckr avec la situation d'aujourd'hui. Speckr a donc expliqué clairement son mécontentement et Skyguide est rentré en discussion après une plainte légale, mais est rentré en discussion et là, on a pu bien améliorer la situation pour Speckr. Donc, si on regarde un petit peu concrètement ce qui s'est passé, vous voyez, il y a des tags avec anciens et nouveaux. Donc, la zone importante pour Speckr, c'est donc le tag, la bulle la plus haute, là, où on avait avant la TMA2A à 3500 pieds et qui est nouvellement maintenant jusqu'au-dessus de la piste de Speckr à 5500 pieds. Donc, c'est quand même un gain de 2000 pieds, respectivement 600 mètres pour l'arrivée sur Speckr. Et aussi pour les planeurs qui faisaient des rentrées en planée, qui étaient extrêmement difficiles avec la limitation à 3500 pieds. Maintenant, ça sera très bien amélioré avec ces 5500 pieds à la place. Si vous regardez tout à droite la bulle, on voit aussi qu'ici, on avait la TMA 5A qui était à 6500 pieds, qui, elle, par contre, a été nouvellement diminuée à 5500 pieds. Ça pose un petit problème pour les avions à moteur pour Speckr. Pour les planeurs, ça ne semble pas trop limitatif du moment où ils peuvent après arriver avec ces 5500 pieds jusque vertical de l'aérodrome. Je ne vais pas rentrer sur tous les détails, mais si on regarde le box tout au sud, on voit qu'une grosse partie de la TMA qui était le plus au sud a été carrément enlevée. Donc, pour des transits depuis, par exemple, Rickenpass, direction l'ouest, ou depuis Chennis, direction l'ouest, le transit a été largement facilité par l'enlèvement de ce carré qui était là au sud. Donc là, il y a eu un gros gain qui a été fait pour l'aviation générale dans la région du sud de Zurich. Ici, on revoit ce carré qui est maintenant à 4500 pieds lorsqu'il est actif. Et si vous voyez la zone en bleu avant qui était là, donc de la TMA de Zurich, la TMA S1, là, cette zone, elle a été enlevée. Donc, on voit qu'on a eu vraiment un bon gain grâce à la collaboration de Skyguide. Donc, quand on arrive à tous discuter ensemble, on voit qu'on arrive à des solutions qui sont gagnantes-gagnantes pour tout le monde. On a permis à Skyguide d'élargir un petit peu la zone que vous voyez sur le tag là, maintenant, et puis on a gagné au sud quelque chose. Donc, quand on fait du donnant-donnant comme ça, on est toujours tous gagnants finalement à la fin.
Ici, on voit aussi les deux changements qu'il y a eu cette année, ce petit triangle rouge sur la gauche qu'on a donné un petit peu en plus, et puis ensuite le changement encadré en rouge au sud. Comme tous les remons, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vole dans la région là-bas. On va passer un peu rapidement là-dessus. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les reposer à la fin. Le THX à Zurich, ça c'est aussi une des choses qui a un petit peu changé. Avant, on avait les TMA S2, S3 qui étaient annoncés sur une fréquence radio. Et désormais, il y a aussi la TMA S1 qui sera, dont l'activité sera donnée sur cette radio, tout comme la CTR et les TMA de Dubendorf. Et donc, la fréquence à utiliser pour avoir ces informations est de 127 755. Et sur ce message, vous entendez aussi, on va vous donner la fréquence à utiliser pour faire des survols ou des approches suite au passage de cette zone. Comme j'ai déjà dit, comme personne vole trop, je pense, ceux qui sont là ce soir dans cette zone, je vais passer un petit peu rapidement là-dessus, mais on voit ici sur cette carte que justement l'approche pour Spectre a été largement facilitée. Encore une fois, merci à SkyGuide pour qu'ils aient accepté ces changements. Voilà, cette présentation a été faite par Stefan Lischka de SkyGuide. Demain, pour la version allemande, c'est lui qui fera tous les commentaires et qui pourra donner certainement beaucoup plus d'informations précises que moi, mais ça concerne aussi plus les Suisses allemands que les Romands. Donc, je pense que pour vous, ce soir, les informations données étaient suffisantes et on n'allait pas vous casser les pieds pendant une demi-heure avec tous les détails de ces modifications de Zurich pour cette année 2026. Voilà, j'en aurais déjà terminé, donc on voit qu'on a fait une petite heure. Est-ce qu'il y a encore des questions? Olaf, vas-y. Par rapport à la carte de vol à voile et son futur, quand tu dis qu'elle sera peut-être plus imprimée, elle sera encore éditée puis disponible en ligne ou bien Oui, cette oui, carte alors l'édition et la publication online, ça c'est clair, ça va continuer. Hein. Elle sera à disposition de forme numérique. Et il n'y a pas forcément que des désavantages à avoir une carte numérique. Un des avantages, c'est que quand vous zoomez sur une carte numérique, on peut faire un fond avec des cartes de plus en plus détaillées. Sur la carte papier, vous avez beau mettre des lunettes à plus fort grossissement, ça ne va pas changer le contenu de la carte. Hein. On voit juste un petit peu plus gros et un peu mieux. Mais par contre, ça ne change pas le contenu. Par contre, sur une carte numérique publiée avec des fonds, quand on zoome variable, des cartes de plus en plus détaillées, on aurait un fond qui pourrait être nettement plus détaillé si on zoome et donc aussi plus agréable pour nous. Donc, ça n'a pas que des désavantages d'avoir une carte purement numérique et plus imprimée sous forme papier, mais comme je l'ai déjà dit, environ le 30 à 40% des pilotes ou des écoles à qui j'ai posé la question tiennent encore à la carte papier. Donc, je pense que d'ici 2-3 ans, quand le sujet reviendra sur la table, on refera une enquête pour savoir ce que pensent encore les gens. Est-ce que maintenant tout le monde a une moving map dans son aéronef ou est-ce que ça ne sera toujours pas le cas? Est-ce que les gens tiennent à la carte papier toujours ou pas? On verra. Il y a probablement d'ici 2-3 ans, je ne vais pas dire un changement de génération des pilotes, mais certains vieux auront pris leur retraite comme moi ou d'autres jeunes qui, eux, sont plus avides de technologie numérique, seront peut-être tout contents, eux, d'avoir une carte numérique. Donc voilà, pour le moment, comme j'ai dit, pas actuel pour ces 2 à 3 prochaines années, mais c'est inévitable, ça va revenir sur le chantier. D'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je vous remercie beaucoup d'être venus nombreux ce soir, 68 personnes actuellement là. Bon résultat. Et puis, la majeure partie d'entre vous le savent peut-être ou pas, mais ma tâche au niveau du secrétariat central comme chef du bureau d'espace aérien va se terminer à la fin du mois. Et donc, l'année prochaine, c'est le nouveau directeur, le Geschäftsführer de l'aéroclub, Kriegel Markov, qui a repris la direction de l'aéroclub de Suisse de Yves Burkhardt, qui reprend le job des espaces aériens. Et comme il maîtrise peut-être encore un tout petit peu le français, il n'est pas exclu que l'année prochaine, ça soit encore moi qui fasse la version française. Mais en principe, mon job au niveau du secrétariat central va se terminer
à la fin du mois et je resterai à disposition de l'Aéroclub pour des conseils ou des jobs ponctuels. Donc, je ne quitterai pas définitivement l'Aéroclub. Mais voilà, ça risque d'être d'autres voix, d'autres personnes à l'avenir. Je vous remercie beaucoup d'être venu et je vous souhaite à tous une excellente soirée et une bonne saison. Au revoir.